en 1992, une suite du film à succès très acclamé, Aliens, est sortie. Réalisé par le prometteur David Fincher, primé pour ses clips musicaux d'Express Yourself et Vogue de Madonna, avec un scénario de William Gibson, célèbre auteur cyberpunk, et 2 préquels acclamés par la critique et commercialement réussis, qui avaient créé la plus grande protagoniste féminine de tous les temps, devenue l'une des héroïnes les plus populaires du cinéma. Il mettait également en scène l'un des monstres les plus célèbres, emblématiques et menaçants de tout le cinéma. Tout annonçait le succès pour Alien 3. Mais le film a été un échec au box-office en Amérique du Nord, rapportant moins que ses prédécesseurs et a été vivement critiqué de tous côtés. Même son jeune réalisateur a renié le film. Bienvenue dans un nouvel épisode de Production à problème, où j'examine des films aux productions notoirement difficiles et tente de comprendre ce qui a dysfonctionné. Suite au succès d'Aliens, la 20th Century Fox a contacté Brandywine Productions pour une suite. Giller et Hill, qui avaient entêté les producteurs de tous les films, ne voulaient sans folie pas refaire la même chose qu'auparavant, et ont donc décidé que le 3e film devrait se concentrer sur la société Weyland-Yutani, et sur les raisons pour lesquelles elle tenait tant à utiliser les xénomorphes comme armes biologiques. Alien 3, tout le monde voulait faire la suite d'Alien, sauf nous en quelque sorte. Nous n'étions pas vraiment enthousiastes de le faire, même si nous étions contents de le faire. Parce qu'on se disait, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec celui-ci pour le rendre différent ? L'idée, c'est qu'on ne peut pas faire un simple réchauffé du premier ou du deuxième. On savait qu'on voulait montrer la duplicité de la compagnie et son besoin de cette arme. Ils ont créé un traitement en 2 parties qui serait adapté en 2 films. La première partie se concentrait sur une bataille entre Weyland-Yutani et une colonie de socialistes de l'espace, et la deuxième partie était une guerre épique entre des guerriers aliens produits en masse par des humains expatriés. La première partie réduisait Ellen Ripley à un caméo, faisant de X le protagoniste. Ripley reprenait le rôle principal dans la dernière partie. L'histoire était une métaphore de la guerre froide, ce que Sigourney Weaver a apprécié. Elle a donc exprimé son intérêt malgré son rôle réduit dans Alien 3. La Fox n'était pas tellement convaincue, mais a accepté de financer le développement de l'histoire à 2 conditions. Premièrement, les 3e et 4e films devaient être tournés l'un après l'autre pour réduire les coûts de production. Et deuxièmement, Brandywine devait tenter de convaincre Ridley Scott de réaliser les 2 films. Brandywine a contacté Ridley Scott, qui était intéressé à revenir dans la franchise, mais son emploi du temps était malheureusement complet. Avec le concept initial prêt et la vedette principale presque engagée, la prochaine tâche pour Giller et Hill était d'engager un scénariste pour transformer leur idée en un scénario complet. À la recherche d'un scénariste pour donner une véritable identité à l'histoire, ils ont contacté William Gibson, auteur du roman cyberpunk emblématique Neuromancer, pour écrire une version du scénario. Menacé par une possible grève des scénaristes, Gibson a dû produire un scénario complet en seulement 3 mois. Gibson a décidé de baser son scénario autant que possible sur les idées de Hill et Giller et de produire quelque chose qu'il appelait « Des communistes de l'espace détournent des œufs d'aliens ». Gros problème dans le monde LOL. L'histoire commence après les événements d'Aliens, avec X, Newt, Ripley et Bishop, tous à bord du Sulaco, qui est ensuite abordé et remorqué vers une station spatiale voisine appelée Anchor Point. C'est pour cette raison que la plupart des gens en ligne ont tendance à appeler cette version du scénario Anchor Point. L'histoire montrait Ripley dans le coma, tandis que X explorait la station et finissait par découvrir que la société Weyland-Yutani élevait et modifiait secrètement le xénomorphe à des fins militaires, une idée qui serait finalement recyclée pour Alien Resurrection. Plus tard, la station serait envahie par des aliens et X devrait faire équipe avec différentes factions humaines pour détruire les aliens et sauver la station. Le film se terminerait sur une note de suspense laissant entendre que X et Cole devraient matraquer les aliens jusqu'à leur planète d'origine pour les éradiquer à la source, sans quoi le cycle se répéterait. Le scénario était beaucoup plus proche du ton de Cameron et mettait en scène des escouades de marines combattant les aliens avec des fusils à impulsion et des lance-flammes, et en général, il se concentrait fortement sur l'action plutôt que sur les éléments d'horreur du film original de Ridley Scott. Hill et Giller étaient un peu déçus par le scénario,
commentant que même s'il s'agissait d'un scénario bien rythmé et bien exécuté, il sentait pendant qu'il manquait encore quelque chose et qu'il n'avait pas non plus l'esthétique cyberpunk de Gibson pour laquelle il l'avait engagé au départ. Avec Yox, il y a eu beaucoup de versions, dont aucune n'a vraiment été réussie, selon nous. À ce stade, le réalisateur Renny Harlan avait été engagé pour réaliser le film grâce à son excellent travail sur les Griffes de la Nuit 4. Il avait exprimé son intérêt pour explorer la planète d'origine des extraterrestres, une idée reprise dans Prometheus 20 ans plus tard, ainsi qu'une invasion sur Terre, suggérée dans la bande-annonce. Finalement, Harlan a perdu tout intérêt et a quitté le film, estimant que le studio voulait simplement refaire Aliens, alors que lui souhaitait explorer de nouvelles idées. Nous avons parlé, vous savez, je pense que c'était à Renny Harlan que nous avions affaire. Nous avions effectivement engagé à un moment donné. Quand j'ai signé pour faire Alien 3, mon premier principe était que je n'allais pas copier Ridley Scott ou Jim Cameron. Ce sont des réalisateurs fantastiques et je me suis dit que si je pouvais apporter quelque chose de nouveau à la série, alors ça valait vraiment le coup de le faire. Mon idée de départ était que nous irions là d'où viennent réellement les aliens. Nous placerions l'histoire sur la planète d'où ils viennent vraiment et nous expliquerions vraiment ce qu'ils sont. Insatisfaits du scénario, Hill et Giller ont proposé à Gibson de le réviser, mais ce dernier a refusé. Sur les conseils de Holland avant son départ, le studio a embauché Eric Red pour retravailler le scénario. Sa révision faisait mourir tous les survivants d'Aliens hors écran, et un tout nouveau groupe de personnages affrontait les aliens dans une guerre dans une petite ville américaine, dans l'espace. Une idée qui sera recyclée par Aliens contre Predator 2. Hill et Giler ont renvoyé Red de la production pour s'être trop éloignés du concept original. Red n'a pas été gêné par l'ingérence constante du studio, affirmant que le scénario était le résultat d'appels en conférence plutôt que d'écriture et le qualifiant de complètement nul. Harlan et Red ont alors tous deux quitté la production. Le suivant fut le futur scénariste et réalisateur de la série Riddick, David Twohy. Le studio a demandé à Twohy de partir du script original de Gibson pour commencer. Il a modifié le script pour supprimer les analogies et métaphores désuètes sur la guerre froide avant de le remettre. Parmi les changements, il y avait le fait que la station spatiale était désormais une planète, peuplée par une colonie pénitentiaire sur laquelle la société Weyland-Yutani menait des expériences illégales sur les détenus. Joe Roth, président de Fox, n'appréciait pas que Ripley soit écarté et a exigé une réécriture du scénario. Cela a retiré X, joué par Michael Biehn, du scénario, le contrariant beaucoup et le poussant à n'autoriser que l'utilisation de sa photo dans le film par Fox. Elle était allée au studio Pinewood et elle a dit qu'elle avait vu mon personnage, X, représenté par un mannequin me ressemblant, allongé au sol avec la poitrine ouverte, comme si l'alien était sorti de moi. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai appelé mon agent haut placé Ed Lomato et j'ai dit « Ed, c'est quoi ce bordel ?» C'est une chose de ne pas en faire partie. Mais c'en est une autre d'avoir eu cet alien qui revient en moi et qui ressort de ma poitrine, tu vois. J'ai dit « Il n'y a aucune putain de chance qu'ils puissent faire ça, Ken. » Et il m'a répondu « Non, mec, c'est ton image. Ils ne peuvent pas. » Et ainsi de suite. Alors il les a appelés et il a dit « Je ne sais pas jusqu'où ils sont allés, mais on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas faire ça et qu'on les poursuivrait en justice. » Alors d'abord, ils ont commencé à dire « Est-ce qu'on peut payer Michel pour ça? Est-ce qu'on peut le payer? On va lui donner une certaine somme d'argent. » J'ai dit « Je m'en fiche de combien d'argent vous avez. J'étais vraiment stupide à l'époque. Je m'en fiche de combien d'argent vous avez. Cet alien ne sortira pas de ma poitrine. D'accord? Et voilà, c'était ça. » Ensuite, on a reçu un appel, 1 ou 2 mois plus tard, disant qu'il voulait utiliser ma photo. J'ai dit « Maintenant, vous pouvez me payer. » Donc, ils l'ont fait. J'ai été payé presque autant pour cette photo que pour le premier film que j'ai fait à eux. À ce moment-là, Weaver a été appelée pour savoir si elle était toujours intéressée par le film. Après qu'on lui ait proposé un cachet de 5 millions de dollars pour le film, elle a accepté de le faire sous 2 conditions. La première condition était que l'histoire devait être considérablement améliorée, et la deuxième condition était pas d'armes à feu. Cela venait probablement de l'expérience de Weaver dans Aliens, de James Cameron, où elle avait qualifié les armes à feu de véritables vedettes du film.
En fait, j'avais lu le scénario tellement vite et j'avais été tellement occupée que d'habitude, je m'enthousiasme quand je lis un scénario. Je ne lis pas toujours toutes les indications scéniques. Et donc, très tôt, on a eu cette scène tout à coup où il ne s'agissait que d'armes à feu. Et j'ai dit, eh bien, Jim, je suis vraiment désolée, je ne pense pas avoir vraiment remarqué tout ce truc avec les armes. Tu sais, je suis vraiment contre les armes, je suis vraiment pour le contrôle des armes à feu. Et il m'a dit, je pense que tu ferais mieux de relire le script. Selon les indications scéniques, il n'y a que des armes tout au long de la pièce. En tant que partisane du contrôle des armes à feu, elle a avoué ne pas être à l'aise de jouer dans un film ressemblant à un film de guerre. Toohey est alors parti pour produire une nouvelle version avec davantage de replay et moins d'armes. Enfin, beaucoup moins d'armes. En fait, 0 arme. Il va ensuite approcher le réalisateur néo-zélandais Vincent Ward pour voir s'il serait intéressé à rejoindre le projet pour réécrire après avoir vu son film The Navigator, une odyssée médiévale. Ward a d'abord refusé l'invitation, déclarant qu'il n'avait aucun intérêt pour les suites, mais il a ensuite accepté lorsque Hill et Giler lui ont permis de créer son propre scénario, en parallèle de sa réécriture. Ward a proposé une idée qui semblait intéresser le studio et ils ont fait appel à John Fasano pour transformer son idée en un scénario complet. À ce stade, il y avait maintenant 2 scénarios complètement distincts, dont aucun n'était prêt à être tourné et qui étaient tous les deux totalement différents. Par courtoisie entre scénaristes, Fasano a contacté Toohey pour l'informer qu'il travaillait désormais sur le scénario d'Alien 3, sans savoir que le studio et les producteurs n'avaient rien dit à Toohey. Toohey s'est un peu fâché contre Fox et les a appelés pour se plaindre, moment où le studio a essayé de le convaincre que Fasano et Ward travaillaient sur Alien 4 et non sur Alien 3. Fasano a nié cela et a dit à Toohey qu'il écrivait Alien 3, et Toohey a de nouveau rappelé le studio, qui a cette fois admis qu'il mentait, et a essayé de convaincre Toohey que son scénario serait utilisé pour Alien 4 à la place. Frustré par le manque de professionnalisme, Toohey a terminé rapidement son scénario pour toucher son cachet avant de quitter la production. La version du gardien Fasano situait le film sur une planète entièrement faite de bois, avec un groupe de moines qui considéraient l'arrivée de Ripley comme une tentation pour leur foi, une idée qui a été conservée dans le film final. Avez-vous la foi, ma sœur? Pas vraiment. Ici, notre foi est grande, même suffisante pour vous. Certains voient aussi l'extraterrestre comme une punition divine pour leur foi chancelante. Le film verrait également Ripley se sacrifier dans le final pour tuer l'extraterrestre. Le scénario comportait beaucoup d'images et de thèmes judéo-chrétiens, et il est considéré par les critiques comme l'un des meilleurs scénarios de science-fiction jamais réalisés. Personnellement, je pense que l'idée de moines non violents cachés dans une immense bibliothèque, essayant désespérément de fuir le monstre pendant que Ripley essaie de trouver comment se suicider, sur une planète faite de bois, face à un alien dont la seule faiblesse est le feu et qui saigne de l'acide, ça a l'air vraiment nul. Fox et les producteurs semblaient également peu convaincus, Fox demandant une fin alternative où Ripley survivrait, et Hill et Giler réalisant que la planète en bois remplie de bibliothécaires chrétiens pouvait sembler cool, mais qu'au final ça n'allait exciter personne. John Fasano était constamment sollicité par le studio et les producteurs pour essayer de trouver un équilibre délicat entre la vision quelque peu farfelue de Ward pour le film et les demandes plus commerciales du studio. Les résultats de cette tentative étaient indiscutables. Lorsqu'il s'est agi de la question de la fin du film, il a décidé de rendre visite à Weaver afin d'obtenir son point de vue et de la convaincre de l'idée que Ripley soit vivante à la fin du film. Sa réponse a été loin d'être enthousiaste. Tu sais, et ce qui était vraiment dingue aussi, c'est que dès le début de ce processus, Sigourney a dit « Écoutez, je me fiche de ce que vous faites, mais à la fin de ce film, je dois mourir. » Parce que j'ai combattu cette chose 3 fois et je l'ai vaincu 3 fois. Et je ne veux pas faire un autre de ces films. J'ai demandé ce qui se passerait si c'était un énorme succès. Elle a répondu qu'il la ramènerait en tant que clone ou dirait que c'était un rêve. Une idée recyclée quelques années plus tard dans Alien, la résurrection produit par Weaver. Un film qui, au lieu de ressusciter la franchise, l'a enterrée et profanée. Malgré tout, Fastener est retourné au studio avec la version où Ripley mourait, mais le studio a dit « Ils ont reçu notre scénario et ont réagi. Vous avez tué Sigourney.
Et j'ai dit, eh bien, elle veut mourir. Et ils ont répondu, non. La Fox lui a carrément dit non, alors il s'est revenu en arrière et, comme avant, il a donné au studio ce qu'il voulait, et comme avant, c'est discutable. Alors j'ai fait en sorte que le prêtre lui fasse une sorte de réanimation cardio-pulmonaire et aspire l'alien hors de son œsophage en lui-même, puis il saute dans le feu ou quelque chose comme ça. Je n'invente rien. Fasano a cependant ajouté quelque chose à la mythologie des aliens que j'ai toujours trouvé intéressant. La raison pour laquelle l'alien était un quadrupède, c'est parce qu'il avait éclos d'un animal quadrupède. Il a expliqué que la capacité de l'alien à s'adapter rapidement à son environnement provenait probablement de la fusion de l'acide désoxyribonucléique de l'hôte et de l'alien, lui permettant d'adopter les caractéristiques de l'hôte et de survivre dans divers environnements. Ward a été renvoyé pour avoir refusé de faire des compromis sur l'idée de la planète en bois. Au même moment, Weaver a dit à Fox qu'elle n'irait pas plus loin à moins que Ripley ne meure à la fin du film. Hill et Giller ont tenté de faire fonctionner le scénario, mais épuisés créativement, ils ont décidé d'engager un autre scénariste pour écrire une nouvelle version plutôt que d'avoir un seul mauvais scénario. Larry Gregory Ferguson a écrit une version en 2 mois que tous ont détestée. Weaver trouvait que Ferguson avait écrit Ripley comme une prof de sport en colère, ce qui a mené à son renvoi. Selon une clause du contrat de Weaver, seuls Hill et Giller pouvaient écrire la version finale. Ils ont donc décidé de passer tous les scripts à la déchiqueteuse, de les recouvrir de colle, de les jeter contre un mur, et ce qui restait collé constituerait le script. Un nouveau script était en train d'être élaboré à partir des vestiges des 14 versions précédentes. Après avoir chassé le réalisateur de blockbuster à gros budget, puis l'auteur artistique, Hollywood a écarté ces 2 types de réalisateurs qui résistèrent à sa grosse machine. Le studio s'est dit « Pourquoi ne pas engager quelqu'un qui ne peut pas résister à leurs demandes par manque d'influence professionnelle ?» Après avoir consulté leur carnet d'adresses de jeunes réalisateurs, sans long métrage et assez désespérés pour se laisser bousculer, ils ont choisi le jeune mais talentueux et primé David Fincher, réalisateur de clips musicaux. David Fincher a été engagé à 5 semaines du tournage, avec 10 versions de 3 scénarios inachevés que personne n'aimait, après avoir déjà dépensé 17 millions sur un budget de 40 millions avant même qu'il ait lu le titre. Ils avaient déjà construit le décor d'après le scénario de Ward et Fasano, j'ai oublié de le dire. Fincher a hérité d'un calice tellement empoisonné que si Jésus en avait seulement senti la puanteur, il serait tombé raide mort sur le champ. Fincher est arrivé en pensant que, puisqu'il n'avait pas de scénario, pas de planning de tournage et seulement des décors partiellement construits, le studio lui accorderait plus de temps. Cela s'est avéré être une erreur, car le studio avait fixé une date limite considérée comme inamovible, 642 scénaristes plus tôt, lors de la diffusion d'une bande-annonce au pitch original de Ward. J'ai toujours eu le sentiment qu'Alien 3 était un film pour lequel, au départ, en tant que studio, nous avions décidé de fixer une date de sortie et non de faire un film. Le teaser ne correspondait pas aux idées de Ward. Cela ne correspondait à aucun des scénarios, que ce soit celui de Gibson, de Tuohy ou d'autres. Ça ne ressemblerait même pas au film fini de Fincher non plus. C'était un pur produit marketing rempli de fausses promesses. Le tournage a ensuite commencé au studio Pinewood en Angleterre en janvier 1991, donnant à Fincher environ 1 an pour tourner, monter et promouvoir un film qui n'avait même pas de scénario. Il a requis 93 jours de tournage principal. Le studio lui en a accordé 70, soit un peu moins de la moitié du temps que le studio avait donné à James Cameron pour réaliser Aliens. Heureusement, le tournage s'est déroulé sans encombre. Cette vidéo serait bien plus courte si c'était vrai. Malgré son jeune âge et son manque d'influence, le casting s'impliquait vraiment avec Fincher, qui inspirait confiance en ses capacités et sa vision du film. La plupart, voire tous, suivaient ses directives. Il s'est fait une nouvelle amie en la personne de Sigourney Weaver presque immédiatement, en suggérant que Ripley devrait mourir à la fin du film, une idée que Ward et Fasano tentaient de faire accepter au studio presque depuis le début. Weaver admirait son audace et sa volonté de prendre une direction différente, allant jusqu'à la convaincre de se raser la tête pour le film. J'ai finalement dit vers la fin de la réunion. Alors, comment imaginez-vous Ripley dans ce film ?
Et il a dit « Je ne sais pas, chauve ». C'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de lui, trouvant son idée géniale. Dès le début du tournage, David Fincher a impressionné l'équipe avec des idées inédites pour la franchise, les acteurs et l'équipe technique. Il travaille d'une manière où je n'aurais jamais cru que c'était son premier film et la façon dont il place la caméra. Je ne l'ai jamais vu fait de cette façon. Ses idées semblaient déjà très cinématographiques à l'époque. Il plaisantait, il disait « Oui, c'est un passage un peu Hitchcockien, tu sais, et voilà John Ford qui arrive. » Donc il y avait tous ces petits clins d'œil, tu vois. Et c'était une belle énergie, tu sais. C'était l'énergie de quelqu'un de confiant et de quelqu'un qui était un passionné. Alors qu'auparavant, le style de tournage des films était plus proche de l'horreur et de l'action traditionnelle, avec des prises de vue à hauteur de tête ou juste au-dessus et un éclairage venant d'en haut, David Fincher voulait adopter une perspective forcée plus proche du sol pour donner au public l'expérience de l'alien et l'aider à se dissocier un peu plus des personnages humains. Il a aussi introduit la première vue subjective du xénomorphe pour les scènes de traque et de poursuite, filmées d'équipement avec une Steadicam. Ce serait la seule fois où il filmerait quelque chose à la main. Comme c'est le style de Fincher, le film a un ton assez nihiliste, tant dans les visuels que dans la production globale, ce qui lui a donné une identité visuelle très unique, complètement distincte des deux premiers films et totalement différente de tous les films qui suivraient Evans. Bien que la plupart n'apprécient pas Alien 3, c'est le seul film de la franchise ayant son propre style visuel. Malgré son jeune âge, Fincher s'est avéré être un réalisateur exigeant sur le plateau, mais les acteurs ont souvent affirmé qu'il était très agréable de collaborer avec lui. Tywin Lannister a même déclaré qu'il savait dès le premier jour que Fincher était très talentueux. Il est un réalisateur extraordinaire. Une confiance totale et absolue qu'il inspire chez les personnes avec qui il travaille. David Fincher est un génie, en gros, pour qui je sauterais du pont de Londres. Je lui fais entièrement confiance. Je veux dire, je reste bouche bée en fait, en regardant Fincher travailler. Il est extraordinaire. Venant d'un milieu d'effets spéciaux, Fincher comprenait les exigences du compositing pour un film, ce qui a grandement aidé les plans à effets spéciaux. Cependant, sa suggestion d'utiliser des lévriers whippets déguisés pour les plans à effets d'angle spéciaux de l'alien a été accueillie avec un certain scepticisme, et pour de bonnes raisons. Fincher, loin d'être têtu, a admis son erreur et dès lors, s'est fié à l'équipe des effets spéciaux pour chaque plan nécessitant des effets. L'équipe des effets spéciaux a souligné que Fincher les poussait à innover, les amenant à créer l'un des premiers systèmes permettant de surveiller précisément les mouvements de caméra durant le tournage, afin que les images de la marionnette sur tige, ajoutées en post-production, correspondent parfaitement. Cette technique est courante aujourd'hui, mais était extrêmement rare à l'époque. De nombreux plans à effets spéciaux nécessitant d'inventer de nouvelles techniques pour réaliser la vision de Fincher, car celles permettant de filmer comme il le souhaitait n'existaient pas. Ils ont inventé une nouvelle composition sur disque laser pour composer instantanément les images sur les rushs vierges du plateau principal. Nous avons également développé un système de composition sur disque laser afin que nous puissions prendre le matériel qui avait été filmé à 1 image par seconde ou à 48 images par seconde et le reconfigurer à 24 images par seconde afin de l'intégrer ensuite avec l'arrière-plan. Et voir immédiatement, après avoir tourné une prise sur le plateau, nous pouvions ensuite la composer en vidéo avec l'arrière-plan et voir si cela fonctionnait. S'il est censé croquer un certain acteur et qu'il le rate, alors on peut le voir. Alors vous le déplacez et il fait ça ici. Ou le placement de ses pieds et tout ce genre de choses peuvent être contrôlés. C'était un outil vraiment puissant et personne n'a jamais réussi à le faire avec une telle facilité. Bien que cela semble normal aujourd'hui puisque les ordinateurs ont rendu le compositing rapide et facile, à l'époque cela n'existait pas vraiment et tout le compositing devait être fait une fois le tournage principal terminé, ce qui contribuait parfois à des effets où il était évident que l'effet et les acteurs ne partageaient pas le même espace physique. David Fincher est un réalisateur bien connu pour son style visuel, saisissant dans tous ses films, et ce style est toujours facilité par de bonnes relations de travail avec des directeurs de la photographie talentueux qui savent attendre comment éclairer et filmer la scène pour obtenir l'esthétique recherchée par Fincher.
Selon les membres du casting, David Fincher n'a accordé une attention totale et ininterrompue que lorsqu'il parlait avec le directeur de la photographie, Jordan Cronenweth. La seule personne pour laquelle j'ai jamais vu David Fincher avoir un respect révérencieux, c'est Jordan. Un vétéran de l'industrie très respecté, également directeur de la photographie, qui a donné à Blade Runner son aspect iconique. Peu après le début du tournage, le chef de plateau avait remarqué chez Cronenworth des symptômes de la maladie de Parkinson, qu'il avait reconnu car son propre père en était décédé récemment. Conscient que le tournage éprouvant pouvait être fatal pour Cronenworth, il l'a convaincu d'abandonner le film pour sa santé. Ils ont alors engagé Alex Thompson, directeur de la photographie du film de fantasy sous-estimé de Ridley Scott, Legend, quelques années auparavant. Fincher n'avait pas de scénario, des décors prévus pour un autre film, une date de sortie restrictive et devait recommencer avec un nouveau directeur photo. Alors que le tournage dépassait encore plus le budget et prenait du retard, Fincher, Giler et Hill ont commencé à se disputer à propos du scénario, ou plutôt de son absence. Lorsque Fincher a proposé des idées au cadre de la Fox, John Landau, Landau a apprécié ce que Fincher avait à dire, et cela a provoqué des tensions entre Fincher, Hill et Giler. Finalement, Hill et Giler se sont lassés de ce qu'ils considéraient comme le studio sapant leur autorité et sont rentrés à Los Angeles pour diriger la production depuis leur bureau, laissant Fincher terminer le scénario lui-même, devant souvent l'inventer scène par scène au fur et à mesure du tournage. Cela s'est avéré être à la fois une bénédiction et une malédiction, car il n'avait plus à soumettre ses idées à Hill et Giler et pouvait simplement exécuter ce qu'il voulait immédiatement. Mais l'absence de producteur sur le plateau a soudainement exposé Fincher aux appels téléphoniques de quotidien, 3 fois par jour, de John Landau, qui vérifiait constamment la production et demandait des réductions budgétaires, obligeant Fincher à perdre un temps précieux de tournage à justifier les choses qu'il était censé filmer à ce moment-là. Au fil du temps, alors que tout le monde devenait de plus en plus stressé, Fincher s'est de plus en plus heurté à Landau, jusqu'à lui dire de le renvoyer chez lui et de retirer son nom de cette merde. Finalement, Landau a stoppé la production et demandé à tous de retourner à Los Angeles pour réaliser un premier montage afin d'identifier les manques et les besoins. Il est à noter que Fincher connaissait précisément les manques et les besoins et avait demandé à maintes reprises qu'on le laisse travailler en paix pour résoudre le problème. Mais à la demande du studio, il a arrêté la production avant la fin du tournage principal et est rentré à Los Angeles pour monter un premier montage. Après avoir assemblé toutes les images brutes, le film durait un peu plus de 3 heures, et les dirigeants de la Fox n'étaient pas satisfaits. Ils ont ordonné que de nombreuses scènes soient considérablement coupées, y compris toutes les scènes sanglantes. Après une projection test remplie d'étudiants de 18 ans, ils ont également exigé que la plupart des intrigues secondaires du film soient supprimées, laissant ainsi de nombreux moments clés du film nécessiter des reshoots pour expliquer comment ils se sont produits. Fincher était mécontent, pensant qu'il ne devait filmer qu'une scène de plus pour améliorer la fin du film. Le studio a refusé et lui a ordonné de faire les changements qu'il demandait en an. À ce moment, Sigourney Weaver laissait repousser ses cheveux. Son contrat incluait une clause lui accordant une prime de $40 000 si elle devait se raser à nouveau la tête. Au lieu de dépenser l'argent, ce qui énerverait Landau selon David Fincher, il a engagé un spécialiste pour créer une calotte chauve sur mesure avec repousse de cheveux pour $16 000. La calotte nécessitait un placement précis à cause de la ligne de cheveux visible et glissait souvent pendant les prises, obligeant à refaire constamment les scènes et faisant perdre encore plus de temps. Se sentant enfin comme s'il avait pratiquement terminé le tournage principal, contre toute attente, David Fincher a alors commencé à monter le film, pour se faire dire par la Fox qu'il voulait que le film dure moins de 2 heures afin qu'il puisse être projeté plus souvent en salle et augmenter les profits. À ce moment-là, David Fincher a quitté la production, refusant de travailler davantage sur le film. Le film a ensuite été monté sans David Fincher. Le film a finalement été achevé et lancé. Le studio l'a considérablement modifié pour supprimer les éléments les plus graphiques afin de réduire sa classification d'âge et d'élargir son public cible. Il a également été raccourci pour augmenter le nombre de projections quotidiennes en salle. Ces deux mesures visaient à augmenter les profits du film au détriment de sa qualité.
Le studio semblait ne pas vraiment se soucier de la qualité du film, seulement qu'il existe et qu'il sorte à temps. Contrairement aux attentes du studio, la sortie nord-américaine du film a été un échec cuisant, démoli par la critique, ternissant la réputation du jeune Fincher, tenu responsable des choix scénaristiques qui n'étaient pourtant pas les siens. Toujours sous contrat pour promouvoir le film, Fincher n'a accordé qu'une seule interview à Mark Berman où il a fait de son mieux pour rester aimable envers le film, mais l'ensemble donne l'impression de quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas dire ce qu'il pense vraiment. En tant que communicateur, il est clair que j'ai souvent échoué à transmettre efficacement mes idées. J'assume cette responsabilité, mais je suis extrêmement satisfait des monstres, des effets spéciaux, de l'esthétique du film, des performances et de ce que l'équipe a accompli malgré le peu de préparation. Je suis très content de ça, donc je ne veux pas paraître ingrat, je n'ai pas honte du film. Contrairement au casting et aux autres membres de l'équipe, Fincher n'a jamais assisté aux projections, il n'a pas participé aux tournées de presse et il n'a accordé qu'une seule interview, et même aujourd'hui il est plutôt réticent à parler du film, bien qu'il ait donné quelques éclaircissements quelques années plus tard lors d'une discussion sur scène avec Mark Salisbury au British Film Institute South Bank. J'ai déménagé là-bas en 1984 et fondé Propaganda Film en 1987. Je faisais des publicités et des clips pendant 8 à 10 ans avant qu'on me donne une chance de faire un film, et j'aurais préféré qu'il ne l'ait pas fait. Le film innommable, évitons d'en parler. Il y a une citation fantastique où vous avez dit qu'Alien 3 était détesté par beaucoup, mais que personne ne le détestait plus que vous-même. J'ai dû travailler dessus pendant 2 ans, j'ai été viré 3 fois, et j'ai dû me battre pour chaque petite chose. Personne ne l'a détesté plus que moi. À ce jour, personne ne le déteste plus que moi. Que t'a apporté cette expérience difficile pour ta carrière à Hollywood par la suite, malgré la douleur qu'elle a pu raviver? J'ai toujours eu cette idée naïve que tout le monde veut faire des films aussi bons que possible, ce qui est stupide. J'ai appris sur ce film que personne ne sait vraiment, donc personne n'a à s'en soucier. Ce sera toujours de ta faute. J'ai toujours pensé que tu ne voudrais pas avoir le logo de la 20th Century Fox sur un mauvais film. Et il disait, eh bien, tant que ça sort au cinéma. Dans d'autres pays, le film a eu plus de succès et est devenu culte lors de sa sortie en vidéo. Cependant, les fans ont reproché à Fincher que Alien 3 n'était pas du niveau de Alien ou Aliens. Malgré ces problèmes, Alien 3 est le seul film de toute la franchise à avoir été nommé aux Oscars pour ses effets spéciaux. Mais le film a été un tel cauchemar pour Fincher qu'il n'en parle plus, et après avoir quitté la production, il a refusé de travailler sur des longs métrages pendant presque 2 ans et est retourné à la réalisation de clips musicaux. Ce n'était que lorsque le producteur Arnold Coppelson a jeté un exemplaire d'un scénario intitulé Seven sur son bureau que Fincher a été tenté de sortir de sa retraite. Mais ça, c'est son histoire pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé et j'espère que cette vidéo vous a plu.